Nous avons l'honneur aujourd'hui de vous présenter un débat dont le thème sera les accidents de travail, les maladies professionnelles par rapport à la réglementation et aux contraintes. Je me présente tout d'abord, donc je suis le Dr Khalil Hussein, je suis membre actif de l'OMS MHSE et je suis consultante experte dans le domaine du management des organisations. Aujourd'hui, nous parlons de plus en plus de la santé, de la sécurité au travail, vu qu'aujourd'hui, et je pense que l'on est tous conscients qu'aucune organisation ne peut aujourd'hui se prévaloir comme étant performante en prenant uniquement en considération les indicateurs ou les critères financiers. Aujourd'hui, il faut prendre également en considération des critères d'ordre environnemental, mais aussi social et de bonne gouvernance, qu'on appelle aujourd'hui les indicateurs ESG. Aujourd'hui, les organisations ne se contentent plus d'évaluer leur performance uniquement sur leur rentabilité ou leur productivité. De par le monde, dans toutes les organisations, on prend de plus en plus en compte les conditions de travail des salariés, puisque sans salariés en bonne santé, on ne peut pas être productif. Notre pays, depuis quelques années, s'est également intéressé à ce volet, et que ce soit les pouvoirs publics ou le privé, donc de plus en plus, on prend conscience en fait de l'importance de ces aspects et on met en place des mesures. Aujourd'hui, nous avons parmi nous trois experts, un panel de trois experts qui ont plus de 20 ans d'expérience chacun pour débattre ensemble sur ce thème des accidents de travail dans notre pays. D'abord, on va essayer de voir et de définir avec notre premier intervenant qui sera M. Atrouche, que dit la réglementation dans le cadre des accidents de travail, et aussi qu'est-ce qu'un accident de travail, qu'est-ce qu'une maladie professionnelle. Donc, il va nous expliciter tous ces aspects. Nous avons également avec nous Monsieur Saïd. Monsieur Saïd, alors excusez-moi, le Monsieur Saïd Khoubaba, quant à lui, va nous expliciter les procédures qu'il faut suivre, qu'il faut respecter de par la loi, ce que nous dit la loi quand il y a survenu d'un accident de travail ou en cas éventuellement de détection d'une maladie professionnelle. Nous terminerons notre débat par l'intervention du docteur Smaïl Merini, qui, lui, nous présentera un institut public, qui est l'Institut national des conditions de vie au travail, dont il nous présentera les missions et les finalités de cet institut, et il nous présentera enfin les résultats d'une étude que l'Institut a menée conjointement, je pense, avec un cabinet conseil, et qui a relevé les dysfonctionnements et les contraintes liées aux déclarations et à la gestion des accidents de travail. Chacun de nos intervenants auront 15 minutes pour nous présenter leur contenu, chacun, et nous invitons les participants à poser leurs questions sur la rubrique, la petite fenêtre questions. Nous n'avons pas le temps de prendre vos questions en direct. On vous invite donc à nous les écrire sur la rubrique questions. Au terme donc des trois interventions, on tentera de répondre à l'ensemble des questions, entre guillemets. Je sais que on n'aura pas le temps de répondre à tout le monde et vous nous excuserez, on n'aura pas le temps, mais on tient à vous assurer, à vous rassurer qu'on répondra par la suite aux questions auxquelles on n'aurait pas donné suite par mail à chacun d'entre vous. Voilà, je pense que nous allons lancer notre débat et nous allons commencer par l'intervention de M. Saïd. Par l'intervention de M. Atrouche. Voilà, je ne me trompe pas, oui, on commence par M. Brahim Atrouche. M. Brahim Atrouche est docteur en droit privé. Il est expert en droit du travail, en droit des sociétés et spécialiste également en sécurité. Il est aujourd'hui inspecteur divisionnaire du travail et des relations sociales au ministère de l'Emploi et il a à son actif environ une vingtaine d'années d'expérience. Voilà, Monsieur Atrouche, je vous donne la parole. Vous avez 15 minutes
pour votre présentation. Monsieur Atrouche, c'est à vous. Monsieur Atrouche? Est-ce que vous m'entendez? Alors, monsieur, nous avons un petit souci, je pense, avec monsieur Atrouche je pense, il a des problèmes de connexion. Je vous invite donc, nous allons passer à notre deuxième expert, monsieur Saïd Khoubaba. Est-ce que vous êtes avec Excusez-moi, nous? madame, je pense que monsieur Atroche devrait juste activer son micro. D'accord, alors je ne sais pas si on peut... On va peut-être le contacter, on va essayer de l'avoir. Peut-être par téléphone, quelque chose comme ça. Ça Voilà, doit parce être que... ça le problème, tout simplement, parce que je Voilà, pense tout qu'il à est fait. connecté. Oui, oui, il est connecté. Je pense qu'il doit juste avoir un petit souci. C'est vrai que nous avons une logique dans le déroulement. Il serait dommage de ne pas commencer par monsieur Atrouche. On va essayer, on va l'appeler. Je pense qu'il a juste un problème de micro. Oui, monsieur. Ok, donc on passe au deuxième. Très bien, merci. À tout de suite. On vous laisse en deuxième. Bien. Ok. Ah, super, très bien. Donc, monsieur Atrouche nous rejoint. Je viens d'avoir la confirmation. Il avait un petit souci, en fait, avec sa connexion. Il nous rejoint tout de suite. Donc, on préfère l'attendre. Ça va se faire incessamment. Donc, comme je disais, monsieur Atrouche va nous définir qu'est-ce qu'un accident de travail. Il va faire la différence entre un accident qui se produit au sein du milieu du travail, de ce que c'est qu'un accident trajet, et nous expliquer également quand est-ce que l'on peut parler de maladie professionnelle. Il va un petit peu également nous parler de ce que nous dit la réglementation. Il va nous parler de la loi relative aux accidents du travail. Voilà, monsieur Atrouche nous rejoint. Monsieur Atrouche, rebonjour. Vous avez la main. Bonjour. Désolé pour ce problème technique de réseau. Il n'y a pas de souci. Franchement, je suis désolé. Voilà, je vais commencer mon intervention concernant les accidents de travail et l'accident de trajet. Je vais d'abord évoquer 5 points concernant ce sujet-là. Je vais faire une petite introduction concernant l'objectif de la loi 1812. Après, je vais traiter le champ d'application, que sont les personnes concernées par la loi 1812. Après, je vais définir c'est quoi l'accident de travail, l'accident de trajet et quelques cas des accidents de travail, franchement des cas de figure concrètes, soit au niveau de la loi, surtout au niveau de la jurisprudence. À propos, l'objectif principal de la loi 1812, il assure une protection sociale des victimes à l'égard des accidents de travail et leurs ayants droit en cas de décès. Deuxième objectif, il vise la mise en place d'un système moderne pour l'indemnisation du dommage résultant des accidents de travail. Et enfin, il vise la simplification des procédures administratives liées à la déclaration des accidents de travail. Alors, les personnes concernant par la loi sur la répartition des accidents de travail, ils sont presque nombreux. D'abord, les apprentis et les salariés, ça veut dire les stagiaires et les salariés. Salarié, ça veut dire tout ce qui est lié par un contrat de travail avec soit personne physique ou personne morale. Tout ce qui est un lien de subordination, automatiquement là, il faut que ces personnes bénéficient de l'accident de travail. Il y a des personnes travailleurs avec une association, une coopération, mutuelle, parti politique, aussi syndicats. Je parle des salariés là, ce ne sont pas des membres, ce sont des salariés. Les salariés travaillant à domicile. Alors, il ne faut pas faire une sorte de confusion entre télétravail et travail à domicile. Ça n'a rien à voir. Travaillant à domicile, malheureusement, cette loi n'a pas défini clairement c'est quoi travaillant à domicile. Et ça n'a rien à voir avec les travailleuses ou les travailleurs domestiques.
les travailleurs domestiques, aussi eux, ils sont concernés par cette loi. Alors, il y a les marins porteurs d'une carte, c'est les salariés d'entreprises minières, les journalistes, surtout les journalistes professionnels, les salariés de l'industrie cinématographique et les concierges aussi, ils sont concernés par cette loi. Alors, il y a d'autres personnes qui sont concernées par cette loi. Là, je passe pour définir c'est quoi un accident de travail et un accident de trajet. Normalement, l'accident de travail, c'est un accident qui survient par le fait ou à l'occasion du travail. Ça veut dire c'est pas forcément à l'intérieur de l'entreprise. Elle peut être en pause, elle peut être en déplacement, elle peut être dans un événement. C'est organisé par l'entreprise, là où il y a toujours le lien de subordination. Alors, l'accident de travail survient par le fait ou à l'occasion de travail, causé bien sûr un dommage qui touche l'intégrité physique ou morale, entraînant ou empêchant le salarié de ne pas continuer à travailler, soit d'une manière partielle ou totale. Là, on passe de ce qu'on appelle l'invalidité. Alors, ça, c'est à propos de l'accident du travail. Là, il y a plusieurs scénarios qu'on peut expliquer, soit dans le cadre à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur. Ça veut dire à l'intérieur, il y a 3 cas de figure le plus fréquentés en fait. Il y a accident mortel, accident grave, accident bénin. Je ne vais pas entrer dans les formalités puisque cher ami Saïd, il va évoquer les formalités et la procédure. Parmi les cas des accidents de travail qui n'a aucun problème au niveau du juge, en cas de décès, surtout en cas de crise cardiaque, est-ce qu'il est considéré comme accident de travail ou pas? Sachant que le juge il a tranché déjà dans ce litige, à condition, on peut considérer que c'est un accident de travail, mais à condition, il ne faut pas avoir cette victime n'a pas avoir une maladie chronique. S'il a un dossier déjà médical, c'est pas un accident de travail. S'il n'y a pas un dossier médical, il y a une crise cardiaque qui survient, à ce moment-là, c'est un accident de travail. Ça veut, autrement dit, s'il y a un dossier médical déjà déposé au niveau de l'entreprise, c'est pas un accident de travail. S'il n'y a pas de dossier médical, c'est un accident de travail. Alors, accident grave ou accident, ce qu'on appelle accident bénin, ça veut dire on n'est pas clair si c'est un accident de travail ou un accident de trajet. Ça se revient à l'enquête établie par les experts des assurances. Alors, en cas de pause, il faut des conditions selon la jurisprudence, même selon la loi 1812. Il faut d'abord le trajet habituel, il faut respecter la durée de la pause fixée par l'entreprise, et ensuite, il faut le lieu de prendre le repas soit habituel. Alors, ces trois conditions sont très essentielles pour qualifier en cas d'accident survient au moment de la pause, c'est un accident de travail ou pas. Au déplacement, il faut un ordre de mission, c'est obligatoire. Et là, il y a plusieurs jurisprudences qui sont tranchées aussi en cas de litige entre l'employeur ou et la victime ou entre l'assurance. Le moment où il y a un ordre de mission et la victime respecte les conditions de l'ordre de mission, on peut qualifier même à l'hôtel, même à l'entreprise, en cas de mission, il est protégé presque 24 heures sur 24 heures selon la jurisprudence. À propos de l'accident du trajet. L'accident de trajet, automatiquement, c'est un accident survient dans un trajet habituel au cours d'une durée. On ne peut pas dire une demi-heure ou une heure ou 45 heures, au cours d'une durée raisonnable. Monsieur Atrouche, excusez-moi, je pense que vous voulez que je défile pour vous ou vous le faites pour vos slides? Allez-y. Okay. Est-ce que voilà, ça c'est un accident du travail. J'ai déjà expliqué l'accident de travail, c'est un accident. Voilà, on va rester sur ce slide-là. Là, il y a un petit schéma qui justifie le lieu de travail, le lieu de trajet et le lieu des lieux où on peut réaliser quelque chose à titre personnel. Comme vous voyez là, il y a plusieurs scénarios des accidents. Normalement, il y a 2 scénarios, comme vous le savez. Il y a l'accident de travail qui peut survenir soit à l'intérieur de l'entreprise, soit à l'extérieur. À l'extérieur au moment de la pause, ou en déplacement, ou en formation. Là, c'est un accident de travail, puisque en formation, soit à l'hôtel, soit dans un centre de formation, à cause d'une formation continue établie
pour le compte des salariés, là, c'est un accident de travail. Accident de trajet, il faut justifier, il y a certaines conditions des conditions que la victime doit respecter. Pour qualifier un accident de trajet, c'est un accident de travail. D'abord, il faut un trajet habituel. Un trajet habituel entre le lieu de domicile principal, le lieu de domicile principal, c'est le lieu déclaré dans le dossier des salariés, et l'entreprise. Alors, il faut respecter le trajet habituel. Ça, c'est d'une part. Deuxième, aller-retour. Deuxième condition, et il faut respecter une durée. Normalement, il n'y a pas une durée limitée, mais c'est la durée raisonnable. Tout dépend du lieu, tout dépend du trajet. Il n'y a pas une durée fixe. Il n'y a pas une demi-heure ou la 1 heure ou la 45 minutes. Mais il faut respecter une durée raisonnable. Dans la loi 1812, elle ne fixe pas une durée. Même la jurisprudence, elle ne fixe pas une durée. C'est la loi raisonnable. Peut-être la durée peut être 5 minutes, 10 minutes, elle peut être 45 minutes. Par exemple, les personnes qui font la navette, Rabat à Casablanca, ou là qui font la navette de Jaffa à Casa, une demi-heure, là, c'est la durée raisonnable. J'aimerais bien souligner, il y a un autre lieu que le salarié peut fréquenter, soit occasionnellement, soit quotidiennement, le lieu de domicile secondaire. Il faut le déclarer auprès de l'entreprise. Ça, c'est obligatoire afin de qualifier si c'est un accident de travail ou pas. Un élément essentiel, en cas de changement d'adresse, le salarié doit obligatoirement déclarer le changement de son domicile. Sinon, s'il y a un accident survient, à ce moment-là, ce n'est pas un accident de travail. Automatiquement, ce n'est pas un accident du travail. Un autre élément qui est très important aussi, le cas où s'il prend le trajet par sa propre voiture, et il faut respecter le code de la route. S'il n'a pas respecté le code de la route, un accident survient à cause de sa faute, parce qu'il n'a pas respecté le code de la route, ce n'est pas un accident de travail. Et bien sûr, le seul moyen de preuve qui justifie un accident de trajet, c'est le PV de la police. Parfois, les assurances, et même, cher Saïd peut me confirmer ou pas, parfois, ils demandent des témoins, mais seul moyen de preuve pour éviter toutes les confusions, même pour éviter les fausses déclarations, c'est préférable le PV de la police qui justifie qu'il y a un accident survient ou un accident survient. Même en cas d'agression, s'il travaille à 6 heures du matin pour rejoindre son poste, ou qu'il y a une agression par des malfaiteurs ou par des voyous, à ce moment-là, il faut le PV de la police pour qualifier si c'est un accident de travail ou pas. Alors, ça, à propos de l'accident de travail et l'accident de trajet, ça, c'est une définition. Les cas de figure, comme j'ai déjà expliqué, il y a en cas de crise cardiaque. Je reviens à propos de l'ordre de mission. Si quelqu'un en mission et un accident survient dans l'hôtel, c'est pas sa faute. C'est en cas d'incendie. J'ai en fait, à ce propos-là, j'ai un jugement ou là, un arrêt de cour de cassation. Quelqu'un qui était en hôtel et il a un incendie et l'incendie a touché la personne. Il était victime d'un incendie à cause d'un incendie, ça, le juge, il a considéré comme accident de travail. Un autre arrêt de la Cour de cassation, il a fait une rechute, et là, il a une fracture, et le juge, il a considéré comme accident de travail. À ce moment-là, il a le droit de demander son droit des accidents du travail. Ben voilà. Voilà, ce sont des cas. En fait, ce sont des questions devant vous afin de qualifier si c'est un accident de travail ou un accident de trajet. Madame Sosan, est-ce que je peux… voilà, le premier… Non, l'autre, premier cas, s'il vous plaît. Voilà. Il y a une question, une salariée fait une chute dans une station de service où il était arrêté en voiture avec son mari en rentrant à son travail. Est-ce que c'est un accident de trajet ou un accident de travail? Deuxième cas de figure. Madame Sosan, une salariée fait une chute dans son jardin au moment où il allait prendre sa voiture pour se rendre à 50 minutes de son travail. Et deuxième cas de figure, je vais vous répondre si vous voulez des explications, je vais répondre plus tard. Un salarié victime d'un accident de circulation alors qu'allant à son travail, il a fait un détour important pour acheter son pain. Alors, il a changé son trajet à des fins personnelles. Est-ce qu'on peut considérer accident de trajet, qualifié accident de travail ou pas? Madame Khali. Alors, ça, j'ai déjà évoqué les accidents survenus dans les lieux de travail. On a déjà, il y a des conditions qu'il faut respecter.
Mais soit accident de travail ou accident de trajet que j'ai déjà expliqué sur les conditions, une grande question s'impose chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas négligence de la part de la victime concernant les mesures de sécurité et de sécurité établies au sein de l'entreprise? Ça, c'est une grande question qu'on doit poser chaque fois s'il y a un accident du travail ou de trajet survient. Est-ce qu'il n'y a pas négligence de sa part, sachant que selon le Code du travail, l'article 39 prévoit parmi les fautes graves, négligence des mesures de sécurité. Est-ce que le cas où il y a une négligence de la part de la victime, est-ce qu'on peut considérer, et à cause de cette négligence, il a entraîné un accident de travail, est-ce qu'il a le droit droit d'être déclaré où il a le droit de demander des indemnités d'accident de travail ou pas. Alors, c'est très important de poser cette question à chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas négligence des mesures de sécurité ou pas? Merci beaucoup. Merci, Monsieur Atrouche, pour cette excellente intervention, cet excellent exposé. Vous avez bien respecté votre timing, c'est parfait. Vous nous avez vraiment explicité les différentes terminologies des accidents, donc on comprend mieux ce que l'on entend par accident au sein du milieu de travail, ce que c'est qu'un accident de trajet, et vous nous avez donné quelques aperçus de ce que prévoit donc la loi. Alors rappelez-moi le numéro, je ne retiens pas, la loi 1812. 1812. Très bien, merci Monsieur Atrouche. Nous allons passer à l'intervention de Monsieur Saïd Roubaba, qui va, lui, donc, nous présenter la procédure donc, à suivre en cas de survenue d'un accident. Monsieur Saïd Roubaba est un expert en assurance, diplômé de l'école marocaine d'assurance et diplômé de l'École nationale des assurances de Paris. Il est aujourd'hui directeur Business Unit Assurance au groupe AFMA. Et lui aussi, donc, c'est un grand expert dans le domaine des assurances. Il a une expérience de plus de 15 ans et il va nous expliciter quelle est la procédure que nous devons respecter, que doit respecter l'employeur dans le cas de la survenue d'un accident ou détection d'une maladie professionnelle. Monsieur Roubaba, je vous donne la parole. C'est à vous, je vous remercie. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui et avec vous, bien sûr. Je remercie quand même l'OMHSE pour pouvoir quand même me permettre d'intervenir dans ce sujet-là. Donc, je suis très honoré quand même de partager avec vous une expérience qui date de quelques trentaines d'années dans la gestion des sinistres accidents du travail, et surtout et en particulier dans le domaine de l'intermédiation, dans le conseil et l'assistance aux clients vis-à-vis des compagnies et tout. Donc, je reprends un petit peu ce qu'a dit c'est Atrouche facilement. Donc, aujourd'hui, lui, il avait parlé un petit peu du volet très spécifique, le côté droit et tout. Moi, j'entame le volet surtout contractuel, parce que vous savez très bien, pour qu'il y ait un accident du travail, donc automatiquement qu'il y ait une indemnisation, il faut qu'il y ait un contrat. Donc, on va essayer d'aborder ensemble et partager avec vous les généralités sur l'assurance accident du travail. Et la deuxième partie, donc la procédure à suivre pour pouvoir déclarer un accident de travail et il peut se faire indemniser, bien sûr. Et on a aussi les points de vigilance. Quand on parle des points de vigilance, c'est-à-dire c'est les délais dans lesquels les déclarations et l'indemnisation doivent se faire. Donc ça, c'est un sujet très, très important et que chaque intervenant ou chaque partie concernée doit y respecter. Commençons par l'employeur, par la victime elle-même, c'est-à-dire le salarié qui est victime d'un accident du travail, et bien sûr la compagnie d'assurance. Alors, pour y commencer, il faut rappeler que le contrat accident du travail est devenu obligatoire, d'après l'article 330 du 18 août 2002, autrement dit. On appelle ça la loi 18.1801. C'est-à-dire les employeurs sont soumis aux dispositions du DAER,
parle du DAER de 1963, qui a été modifié de souscrire à un contrat d'assurance garantissant les indemnités prévues par le DAER. Quel DAER? C'est le DAER de 1963, modifié bien sûr en dernier le 22 janvier 2015. Donc, par cette loi, le contrat accident du travail est devenu obligatoire. Donc, c'est une obligation. Tout employeur doit souscrire à un contrat et souscrire à un contrat auprès d'un professionnel. Auparavant, c'était l'auto-assurance. Il y a certains organismes qui étaient auto-assurés. Donc, ils assurent leur personnel. En cas d'accident du travail, ils les prennent en charge pour leur établissement et tout, l'indemnité et tout ce qui leur revient au titre des indemnités prévues par la loi. Donc, l'employeur, aujourd'hui, est tenu d'adresser à la compagnie, pour qu'il y ait quand même une couverture, la compagnie d'assurance, copie des bordereaux CNSS ou bordereaux de déclaration de CNSS de l'ensemble du personnel déclaré à la CNSS ou à un organisme similaire. Parce que seul le personnel déclaré ou affilié à la CNSS ou à un organisme similaire qui est couvert par le contrat accident du travail. Ça, c'est l'obligation. Alors, aujourd'hui, quand il y a un contrat d'assurance, donc automatiquement, ce contrat donne droit à l'employeur, bien sûr, d'avoir une participation au bénéfice, c'est-à-dire une participation laissée pendant une durée de 2 années, c'est une période biennale, au titre de laquelle on fait des comptes, c'est-à-dire les primes payées pendant ces 2 années, déduction faites des frais de gestion, des sinistres réglés et des sinistres restants à régler, qui sont majorés bien sûr de 10%, et on détermine le résultat. Si ce résultat il est positif, il est bénéficiaire, l'employeur ou l'assuré perçoit une ristourne égale à 40% du résultat. Je m'explique. Aujourd'hui, en tant qu'employeur ou en tant qu'assuré, vont payer 1000 dirhams. C'est-à-dire la deuxième année, encore 1000 dirhams, ça me fait 2000 dirhams. Je déduis les frais de gestion et je regarde ce que j'ai payé comme sinistre et ce qu'il me reste à payer. Et je verrai le résultat. Donc, le résultat de c'est 40% que je peux quand même délivrer à l'employeur. Aussi, le contrat, il prévoit aussi pour une prime supérieure ou égale à 15 000 dirhams à une dotation pharmaceutique. Cette dotation pharmaceutique, c'est un bon octroyé à l'assuré ou à l'employeur pour l'achat des produits pharmaceutiques. Ces produits pharmaceutiques ont une utilité pour les premiers soins attribués aux accidents du travail. Et surtout, comme il a dit tout à l'heure, pour les accidents bénins. Quand on dit accident bénin, c'est-à-dire que quelqu'un il est victime d'un accident, tout simplement, ce n'est pas grave, ce n'est pas méchant, donc il n'y a pas quand même quelque chose de grave. Il se pose la question, au lieu d'aller consulter un médecin, donc je vais attendre, si ça passe comme ça avec des petits soins et tout autour dans la boîte, dans l'infirmerie de la société, je m'en passe. Donc, c'est une dotation pharmaceutique qui permet quand même d'alimenter cette infirmerie. Donc, la dotation, elle est de 3%, peut-être aussi à 5%, en fonction de l'importance de la prime, en fonction aussi de l'effectif aussi des salariés. Parmi aussi les obligations et les obligations dans le contrat, c'est que l'employeur est tenu d'adresser des bordereaux de la CNSS ou un organisme similaire, parfois c'est l'ACAR et tout, c'est-à-dire d'une manière mensuelle, au plus tard le 20 de chaque mois. On sait très bien qu'à la CNSS, nous avons jusqu'au 10 du mois N+1 pour pouvoir déclarer le personnel. Donc, la loi, l'article 330 prévoit quand même que la personne ou l'employeur délivre les bordereaux CNSS à la compagnie d'assurance le 20 du mois qui suit. Alors, pour la maladie, ça, c'est concernant l'accident de travail. Et on parle le contrat accident de travail. Par contre, on ne parle pas contrat maladie professionnelle. Il ne peut y avoir la maladie professionnelle quand il y a un contrat AT. Donc, il y a toujours un contrat accident du travail et maladie professionnelle. Et tous les contrats accident du travail ne veulent pas dire comme quoi ils couvrent la maladie professionnelle. Donc, la maladie professionnelle, c'est une garantie prévue par le contrat accident du travail. Donc, c'est une extension de la garantie accident du travail aux maladies professionnelles.
que la compagnie d'assurance garantisse, bien sûr, conformément aux dispositions de l'DAER 1943. Donc, la maladie professionnelle est régie par le DAER du 31 mai 1943. La réparation de cette maladie, donc, ce sont les maladies d'origine professionnelle atteignant la personne, d'accord, ou atteignant les préposés de l'employeur et qui ont une relation directe avec son activité professionnelle. Quand on parle d'activité professionnelle, je dis par exemple la surdité. Ok, je dis la surdité. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, dans une société de service, je travaille au bureau, est-ce que c'est un milieu qui peut entraîner la surdité? Donc, il n'entraîne pas la surdité. Donc, donc, je ne peux jamais avoir quand même la maladie professionnelle constitutive à un accident de travail. Mais il peut être une maladie, hein, la maladie constitutive à une pathologie. Voilà, il faut que la maladie professionnelle soit en relation avec l'activité. Donc, la garantie s'applique aux maladies professionnelles pendant la durée du contrat. Un contrat est souscrit du 1er janvier, par exemple, au 31 décembre de l'année. Pendant cette période, toute maladie professionnelle ayant atteint certaines personnes ou certains salariés est couverte pendant cette période. Alors, l'arrêté du ministre du Développement social, de la Solidarité, de l'Emploi et de la formation professionnelle, donc c'est toujours, il précise que la garantie maladie professionnelle, c'est-à-dire que la couverture est étendue aux maladies professionnelles suivant une liste, suivant un tableau des maladies professionnelles. Aujourd'hui, toutes les maladies susceptibles d'être liées au travail sont listées. Donc, toute maladie atteignant un salarié et figure sur le tableau des maladies professionnelles avec une garantie qui existe pour la maladie professionnelle, la compagnie d'assurance le prend en charge. Voilà, ça, ce sont le volet contractuel de tout ce qui est accident du travail et maladie professionnelle. Maintenant, juste à titre de rappel, comme il a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'un accident du travail? Monsieur Rouba, s'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre. Vous avez encore quelques minutes, juste pour organiser votre temps. Merci. D'accord. Qu'est-ce qu'un accident du travail? Donc, il est considéré comme accident du travail, un accident quel qu'en ait été la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Donc, cet accident, dans la pratique, c'est un événement soudain, involontaire, d'accord, l'existence d'une lésion corporelle et un lien de subordination, les critères qui régissent, qui caractérisent l'accident du travail. Donc, l'extension, ou bien autrement dit, les accidents de travail, comme elle a dit Atroche, c'est une extension de l'accident de travail. Donc, les accidents de travail sont assimilés. Hein. Un accident de travail est assimilé à un accident de travail, à la seule condition, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est Atroche. Donc, aujourd'hui, quand il y a un accident de travail, on sait très bien que le salarié est sur le lieu de travail. Il y a une direction des ressources humaines, donc la personne victime d'un accident de travail, pardon, excusez-moi, c'est chantier. Alors, la personne, elle est... excusez-moi, la victime est en droit, hein, il est tenu quand même par la loi, d'en informer son employeur dans les 48 heures. Donc, le délai légal pour qu'il puisse informer son employeur, c'est 48 heures. Une fois que l'employeur, c'est-à-dire la direction des ressources humaines de son employeur excusez-moi, parce qu'il y a un truc qui se passe, ça passe très vite. Alors, l'employeur est tenu quand même de délivrer aux salariés, sinon à ses ayants droit, la prise en charge. C'est un document signé, rempli, signé et caché, comprenant toutes les informations nécessaires pour pouvoir se faire soigner dans un centre hospitalier. Donc, l'assureur, lui, quand il délivre cette prise en charge, il est tenu aussi par la loi de déclarer cet accident de travail par des formulaires spécifiques qui ont été déterminés par le ministère, comme quoi, dans un délai de 5 jours, au moment dès qu'elle a eu connaissance. Par la même occasion, il est tenu de faire cette déclaration à la direction régionale de l'emploi et l'inspection du travail, aussi dans les 5 jours après avoir déclaré l'accident aux autorités, c'est-à-dire à la compagnie d'assurance. Ceci sous peine, bien sûr, d'une amende qui varie toujours entre 10 000 et 50 000 dirhams. Voilà.
Alors, on sait très bien qu'aujourd'hui, l'employeur et donc son assureur est en droit quand même d'effectuer des contrôles ou un contrôle médical durant l'arrêt de travail. C'est que la personne, quand il est en arrêt de travail, son employeur est en droit de se mettre à un avis du médecin, un médecin ou plusieurs. À ce moment-là, il est censé lui envoyer une lettre recommandée contre accusé d'inception. La personne qui reçoit cette lettre, qui est victime de son travail, elle a 5 jours pour se présenter pour le contrôle médical, même accompagné de son médecin traitant. S'il ne le fait pas, une deuxième lettre, elle est faite dans le même sens. Si la personne résiste, il n'y va pas. À ce moment-là, la victime perd son droit pour pouvoir quand même percevoir ses indemnités journalières. Alors, cette loi aussi 2018.12, donc elle donne le droit à la transaction amiable, c'est-à-dire que la personne peut transiger d'une manière amiable, c'est-à-dire sans avoir recours aux tribunaux. Ceci n'exclut pas qu'il reste toujours en mesure de déclencher une procédure au niveau du tribunal à la seule condition que, au moment où il demande la transaction à la compagnie d'assurance, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réponse ou la transaction n'aboutit pas d'une manière amiable, à ce moment-là, il peut quand même. Donc, le délai pour pouvoir faire une demande à la compagnie d'assurance pour la transaction, il est de 1 mois, après quoi il est en droit de déclencher une procédure au niveau du tribunal, bien sûr. Il peut toujours se faire représenter par un avocat. En ce qui concerne les indemnités, je reviens un petit peu sur les prestations ou le droit de la personne victime d'accident de travail. Donc, il a quand même, donc c'est un système légal, donc c'est un système qui donne droit à la personne à une prise en charge des frais médico-pharmaceutiques et tout ce qui est appareillage, donc pour le rétablissement de la personne. Une indemnité journalière qui est égale aux 2/3 du salaire journalier de la personne du jour au lendemain d'accident jusqu'à la veille de la reprise. Et le troisième cas, c'est l'indemnisation au titre de l'IPP. On sait très bien pourquoi l'IPP, c'est l'incapacité permanente partielle, il y a une lège qui donne droit à soit un capital de rachat, soit à une rente viagère annuelle. Et un capital de rachat, quand le taux d'IPP est inférieur strictement à 10%, et à partir de 10%, c'est un droit à une rente annuelle et viagère durant toute la vie de la personne. Pour le troisième cas, ou le dernier cas, ou le quatrième Monsieur cas, Robert, vous avez plus qu'une minute ou deux pour conclure. D'accord, je vais essayer de faire rapidement. Donc, c'est le cas de décès. Alors, pour le cas de décès, donc, nous avons pour le conjoint, il a 50% du salaire annuel. Pour les descendants, c'est-à-dire les enfants, c'est 20% le premier. Si on a 2, c'est 30, et ainsi de suite, 10% de chacun. Les ascendants, c'est-à-dire les parents, c'est 15% de chacun. Quand il s'agit de la polygamie, donc il y a quand même une répartition de l'auto de 50%. Sans que, bien sûr, le total des rentes ne dépasse les 85% du salaire annuel de la personne. Donc, dans le cas où il dépasse 85% du salaire annuel de la personne, on revient à l'application de la règle proportionnelle. Donc, la conjointe, elle a le droit quand même à une rente annuelle viagère, à condition qu'il ne se remarie pas. S'il se remarie, donc il y a quand même une indemnité qui est égale à 3 fois la rente annuelle qu'il peut percevoir en une seule fois et c'est très bien. Voilà. Maintenant, pour l'IPP, comme je l'ai dit, le mode de calcul, donc je l'ai quand même ici, donc 10%, c'est le salaire annuel multiplié par le taux divisé par 2. Et à ce moment-là, pour constituer un capital, il faut se référer à la table de mortalité pour pouvoir avoir un coefficient de l'âge qui donne le capital rachat qui est égal à la rente qui multiplie le coefficient de l'âge. Tout le taux d'IPP pris entre 10, supérieur à 10% et inférieur à 30%, le taux, il est pris de moitié, c'est-à-dire en 30%, il est pris en 15% des calculs. Le taux compris entre 30% et 50%, il est pris de moitié, ce qui est supérieur de moitié, ce qui est supérieur à 30%, il est majoré de moitié. Et une fois que le taux est sup ou égal à 50%, donc il est réduit de 5% pour pouvoir déterminer le taux nécessaire pour pouvoir faire les calculs. Donc, je passe au dernier point, c'est le télétravail. Comme l'a dit Siatos tout à l'heure, c'est le télétravail, c'est le travail à domicile, surtout les salariés qui effectuent le travail. Donc, aujourd'hui, pour qu'il y ait la couverture qui soit acquise au personnel, il faut éliminer tout ce qui est accident en relation avec les tâches ménagères, tous les accidents causés par le matériel électroménager, tous les accidents survenus dans les escaliers d'immeuble parce que la personne est censée travailler chez soi, en dehors des lieux de travail, c'est-à-dire du lieu de travail, et les accidents qui surviennent sur le trajet. Pour le cas des trajets, c'est à la seule condition, si c'est une personne censée travailler à domicile, serait appelée par son employeur et serait justifiée, comme quoi elle a été appelée pour rejoindre son travail s'il lui arrive un accident sur le trajet. Alors là, même s'il est en télétravail, il est couvert.
Voilà, ça, ce sont les grandes lignes Merci. que nous avons entamées. Je m'excuse si j'avais débordé un petit peu. Merci, Voilà, Monsieur Robaba. Merci pour c'est moi. votre intervention, votre très riche intervention. Nous avons eu beaucoup d'informations très riches et très intéressantes. On pourrait passer des heures. Votre exposé contient beaucoup d'informations et je tiens, par rapport à cela, à rassurer nos participants, comme quoi l'ensemble des interventions seront mises sur le site internet de Préventica, donc vous pourriez relire plus en détail l'ensemble des informations. Encore merci, Monsieur Robaba, de nous C'est avoir moi. explicité voilà ce que dit la réglementation par rapport à l'obligation des employeurs de souscrire à une assurance, à un contrat d'assurance et de nous avoir explicité quelle est la procédure de gestion à respecter, à suivre pour tous les employeurs en cas de survenue d'un accident. Bien sûr, plaisir. Encore merci. Je vais passer la parole pour terminer nos interventions au docteur Smail Mrini. Monsieur Mrini est médecin du travail. Il est aujourd'hui chef du département conseil et développement des compétences à l'Institut national des conditions de travail à Rabat. C'est un expert dans son domaine, lui aussi, je pense qu'il a 20 ou 30 ans d'expérience dans le domaine, et lui va nous présenter d'abord l'Institut. On ne sait pas tous ce que c'est que l'Institut national des conditions de travail à Rabat. Cet institut a été créé dans quel cadre, pour quelle mission, pour quelle finalité. Je pense que beaucoup de nos participants seraient intéressés de mieux connaître votre institut. Et par la suite, vous allez nous présenter les résultats d'une étude que vous avez réalisée sur les dysfonctionnements et les contraintes terrain concernant donc les déclarations, la gestion des accidents de travail. Vous allez nous donner un aperçu finalement d'un état des lieux dans nos conditions marocaines, je dirais, dans un contexte marocain. Merci docteur, je vous donne la parole et vous avez également 15 minutes. Si vous pouvez respecter le timing, ce serait parfait. Merci. Ça va être difficile, mais je vais essayer quand même. Je vais essayer. Est-ce que vous voulez bien projeter ma présentation, si vous voulez bien? Voilà, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, déjà à titre personnel, et merci d'avoir associé l'INCVT à ce débat. Rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, l'INCVT, c'est un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son conseil d'administration est présidé par le ministre chargé du travail. Il est né à l'issue d'une convention constitutive entre 12 départements ministériels et l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises. À l'INCVT, on n'aime pas trop. Des fois, on dit que l'INCVT est né suite au drame de Rosamor. C'est un petit peu, je dis pas réducteur, mais comment dirais-je, c'est une sinistre coïncidence, disons. Mais enfin, rapidement, parmi nos missions, c'est la formation en matière de santé et sécurité au travail, l'accompagnement des entreprises à l'amélioration des conditions de travail, la communication, la sensibilisation sous tous ces aspects à la prévention des risques professionnels et l'appui à la recherche scientifique dans le domaine. Donc, le sujet que nous abordons aujourd'hui, bien sûr, est un sujet très important et l'Observatoire Préventica et tous nos partenaires ont l'habitude de proposer des thèmes très, très pertinents. J'essaierai à cette occasion de vous présenter une étude qui a été commandée par notre organisme. Je dirais pour cela que parmi les éléments de diagnostic du profil national en santé et sécurité au travail qui a été
préparé, élaboré par le ministère du Travail, qui est sorti en 2017. Il existe sur le site de l'INCVT, il existe aussi sur le site du Bureau international du travail. Parmi les éléments de diagnostic a été citée la question des problèmes de manque ou de rareté des statistiques sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, ainsi que tous les problèmes inhérents à la déclaration, à la réparation des accidents de travail, à leur prévention, enfin plutôt à l'absence de prévention. C'est pour ça qu'au niveau de l'INCVT, nous avons procédé à cette étude que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Il s'agit d'une étude limitée dans le temps et dans l'espace. Les données vont de 2016 à 2020, et puis c'est limité dans le temps et limité dans l'espace. Ça se passe au niveau de la région Rabat, Salé, Kenitra. On espère par la suite étendre, Inch'Allah, cette étude au reste des régions du royaume. Il s'agit d'une étude qualitative que quantitative, et il s'agit de mettre la lumière sur un certain nombre de dysfonctionnements par rapport à ce sujet. Alors, si vous pouvez revenir à s'il vous plaît. Notre objet, l'intitulé de l'étude, vous le voyez ici. Alors, ce que je voudrais vous préciser, j'avais oublié de le préciser l'autre jour quand vous m'avez demandé d'envoyer ma présentation, je me suis exécuté sur le champ, et c'est par la suite que je me suis rendu compte qu'elle n'était pas tout à fait finalisée. Donc, il y a des choses qu'on va rectifier en live, si ça ne vous dérange pas. Donc, parmi les objectifs de cette étude, c'est le diagnostic de la situation de notre système national relatif aux accidents de travail et aux maladies professionnelles. Quand je dis ce système national, je mets beaucoup de réserves par rapport à cette notion, qu'il s'agisse de la déclaration, qu'il s'agisse de la réparation. Et puis, deuxièmement, cette étude a pour objectif aussi de proposer un système de remontée des données en vue d'une meilleure prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles suivantes, s'il vous plaît. Alors, comment on peut décrire? Je ne sais pas si je peux avancer moi-même, je pense que oui, voilà. Comment on peut décrire le système national? Un système national qu'on met encore une fois entre guillemets. Je ne m'attarde pas sur la question de la déclaration de l'accident de travail et de maladie professionnelle, juste pour signaler une avancée très importante un point très important par rapport à la loi 1812, c'est que désormais la procédure de conciliation est devenue obligatoire. Le tribunal, c'est après l'échec de la procédure de conciliation. Mais je ne m'attarde pas là-dessus. Concernant la maladie professionnelle, non, la déclaration se fait par la victime elle-même à l'autorité locale. Le tribunal se saisit de la question, il nomme un expert en vue de la confirmation du diagnostic, et s'il y a lieu pour décider d'une incapacité partielle permanente. Alors, venons-en directement à quelques dysfonctionnements. D'abord, nous avons un gap organisationnel et un gap informationnel. D'abord, au niveau des structures, les structures chargées de recueillir les données, il a été remarqué à travers cette étude que les personnes chargées de la question des accidents de travail et des maladies professionnelles s'occupent de ces questions-là, alors qu'ils sont fondus dans d'autres activités administratives. Alors que normalement, il devrait y avoir des personnes spécialement dédiées à ces fonctions-là. Les profils ne sont pas tout à fait adéquats non plus, et ne sont pas formés à cet effet, sans parler du manque de moyens humains et matériels. En nombre, la ressource humaine est très limitée, parfois pas très qualifiée. Il y a rarement une digitalisation
des bases de données. Quoique l'étude a rencontré un certain nombre de bonnes surprises, notamment par rapport, au niveau du ministère de la Justice, par exemple, sans vouloir jeter de fleurs à personne, où la structure, la base de données est digitalisée en bonne et due forme. Autre gap organisationnel, c'est la multiplicité des intervenants, et de l'absence de synergie entre les détenteurs de l'information et ses utilisateurs. Problème aussi de rétention de l'information pour des raisons diverses, problème de communication. C'est-à-dire que n'importe quelle personne d'entre nous qui chercherait des informations par rapport aux accidents de travail et aux maladies professionnelles aurait bien du mal. D'où je pense qu'il est nécessaire d'avoir un système de recueil central, un système central de recueil et de traitement de l'information. Je vais un petit peu vite, mais on est un petit peu obligé. Et puis, parmi les constatations du fameux profil national dont on parlait tout à l'heure, il a été constaté que nous sommes toujours, et jusqu'à ce jour, dans une logique de réparation de l'accident du travail et de maladie professionnelle, et pas du tout dans une logique de prévention. Et c'est quelque chose qui devrait absolument changer. Un autre gap ou un autre problème par rapport à la question que nous traitons aujourd'hui, c'est que nous appelons depuis bien longtemps à un fonds de prévention sur la question des maladies, des accidents de travail et des risques professionnels en général. Et ce fonds de prévention n'existe toujours pas. Malheureusement, les assureurs, malgré toute leur bonne volonté, n'investissent pas suffisamment dans la prévention. Et pourtant, un rapport du Conseil économique, social et environnemental sorti en 2018 met en exerce de bonnes marges de bénéfices au niveau des assurances. Tant mieux pour eux. Malheureusement, aucune de fin. Cette marge n'est pas utilisée à des fins de prévention. Sur le plan de l'information, comme je ne vous apprends rien en disant que les comités d'hygiène de sécurité, parmi les rôles les plus importants fondamentaux, c'est l'enquête en cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail, enquête en collaboration avec les inspecteurs du travail. Le problème, c'est que les membres des comités d'hygiène de sécurité ne sont pas toujours outillés pour mener à bien ces enquêtes. Ils ne sont pas préparés pour, avec tout mon respect. Il en est de même pour les inspecteurs du travail et même les médecins inspecteurs du travail dont j'ai fait partie à un certain moment de ma carrière. Donc, il y a des choses que vous allez remarquer, il y a des choses. J'ai essayé fidèlement de vous transmettre, fidèlement les données de cette enquête, même si il y a des points sur lesquels je ne suis pas tout à fait, pas nécessairement d'accord. Bon, quand on pose la question, les membres du conseil d'hygiène, du comité d'hygiène sécurité sont-ils volontaires ou élus? Il n'y a pas d'élection d'un comité d'hygiène sécurité, sauf pour les délégués des personnels. Le patron, le chef d'entreprise choisit parmi les délégués du personnel ceux qui vont représenter le personnel au niveau du comité d'hygiène sécurité. Mais sinon, les membres sont je parle sous le contrôle de monsieur le juriste du travail, monsieur Atroche. Les membres du comité d'hygiène et sécurité sont précisément cités par le Code du travail. Il y a certaines données manquantes au niveau des informations, du support d'information réglementaire, notamment l'arrêté du ministre de l'Emploi sur
l'information suite à un accident de travail, ce n'est pas complet, en tout cas par rapport au référentiel international et celui de l'OIT notamment. Par rapport à l'analyse du formulaire d'accident de travail, il y a un déficit au niveau de la qualité et de l'exhaustivité déjà du formulaire en lui-même, parce qu'il ne respecte pas fondamentalement ce qui est prescrit par l'Organisation internationale du travail. Et de plus, les données ne sont pas recueillies de façon exhaustive et précise. C'est un constat, on jette l'opprobre sur personne. Toujours sur le même registre, les causes directes et indirectes des accidents de travail, par exemple, sont mélangées. Je donne un exemple. Une cause directe d'accident du travail, c'est une mauvaise manœuvre d'un salarié. Mais la cause indirecte, c'est la machine qui est mal protégée. Donc, au niveau du formulaire, il n'y a pas forcément une distinction entre les deux. Encore un point sur lequel je ne suis pas d'accord au niveau de l'enquête, au niveau de l'étude, qui nous dit que les mesures préventives sont occultées, voire notifiées de façon évasive. Moi, je dis qu'une fois que l'accident du travail est là, il n'y a plus de mesures préventives. Les mesures préventives, ça se fait avant. Je crois que voilà, c'est des diapos dont j'ai déjà parlé et que j'ai oublié de défiler. Alors, quelques éléments d'amélioration, si vous voulez bien, je vais vous les citer. C'est engager une réflexion sur le système de bonus-malus. C'est à revoir, effectivement, parce que ceci incite à la sous-déclaration des accidents de travail. Autre proposition, rendre obligatoire l'assurance maladie professionnelle, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas actuellement. Mais d'après des amis assureurs, ça ne saurait tarder. Monsieur l'assureur qui est avec nous pourra éventuellement nous confirmer. Il y aurait un projet qui serait en train de préparer en ce sens. Deuxième ou troisième recommandation, renforcer et former le corps des inspecteurs du travail pour faire respecter la loi. Moins de 17% des entreprises ont des comités d'hygiène et sécurité. On connaît l'importance de ces comités d'hygiène et de sécurité. Les fiches d'entreprise ne sont pas suffisamment exploitées. Et d'après mon expérience passée, ces fiches d'entreprise sont rarement exigées par les inspecteurs du travail lors de leur visite. Alors, pour rappel, il existe un rapport annuel que l'entreprise, que le chef d'entreprise doit envoyer à l'inspecteur du travail avant le 31 mars de chaque année. C'est un rapport sur l'activité financière, administrative, médicale de l'entreprise. Alors que la fiche d'entreprise, elle peut être demandée par l'inspecteur du travail lors de sa visite. Mais son envoi au niveau de l'inspection à l'inspection du travail n'est pas obligatoire. Alors, on parle actuellement d'une refonte ou d'une révision du Code du travail. Ça serait parmi les choses qui seraient intéressantes à imposer, c'est-à-dire envoyer chaque année, en plus du rapport annuel, la fiche d'entreprise. Alors, l'étude propose d'assurer l'encadrement au niveau des entreprises des membres des comités d'hygiène et de sécurité. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons déjà, que nous ferons dans le futur au niveau de l'INCVT. Juste un mot, à l'occasion, nous sommes en train de contractualiser avec 20 formateurs de référents qui ont formé les membres des comités d'hygiène et sécurité
les délégués du personnel au niveau des entreprises dans les différentes régions du royaume, comme nous allons bientôt contractualiser avec 10 référents accompagnateurs pour accompagner les entreprises à l'amélioration des conditions de travail à travers 2 guides que nous avons réalisés au niveau de l'INCVT. Un guide sur l'évaluation des risques professionnels, excusez-moi, et un autre guide sur les accidents de travail. Alors, l'étude conseille de promouvoir la couverture des services médicaux du travail. Moins de 30% des entreprises de plus de 50 salariés ont un service de médecine du travail. Personnellement, je trouve que ce 30%, c'est quelque chose qui me semble assez optimiste et qui dépasse un petit peu la réalité. Est-ce qu'il y aurait des services interentreprises? Pas à ma connaissance, il paraît que si. Moi, personnellement, je n'en connais pas. Et puis, il faut revoir le système de déclaration des maladies professionnelles et disposer d'un organisme, un registre national des accidents de travail et des maladies professionnelles afin de centraliser toutes les données et les rendre disponibles au niveau de tous. Alors, je termine par quelques recommandations. Alors, comme étape transitoire, garder le même circuit pour la déclaration des accidents de travail, mais en faisant transiter les données par une entité centrale qui assurait l'accès à l'information pour toutes les parties intéressées. Alors, je dois vous dire que l'enquête ou l'étude propose à ce que cette entité centrale, ce soit l'INCVT. Là encore, personnellement, je ne suis pas d'accord pour 2 raisons principalement. Parce que, pour ne pas avoir l'impression d'une étude télécommandée, et deuxièmement, parce que tout simplement, au niveau de l'Institut national des conditions du travail, à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas encore ni les moyens humains ni matériels pour assurer cette tâche. Et à terme, l'étude propose un système de déclaration intégré qui soit assuré par la CNSS. Bon, ça ne plaira pas nécessairement à tout le monde, tout le monde ne sera pas nécessairement d'accord. C'est ce que l'étude préconise. Personnellement, j'y suis favorable. La direction provinciale ou régionale du travail reçoit les informations qu'elle transmet à l'entité centrale. J'ai oublié dans le INCVT, c'est ce que je viens de dire. Je pense qu'il faut cette question converge vers l'INCVT. C'est encore trop tôt pour l'instant. Le transit par l'autorité centrale ne sert à rien. Disons les choses comme ils sont. Et la formation et l'accès à l'information, enfin, surtout l'information, encore quelques minutes. Une dernière, j'en ai pour encore 1 minute. Oui, merci. La formation peut être assurée par l'INCVT, c'est ce que nous faisons déjà. Et puis, un dernier slide sur une approche synthétique des recommandations. En fait, l'étude recommande une stratégie à 3 niveaux. Un niveau stratégique, un niveau technique ou tactique, c'est comme vous parlez, et un niveau opérationnel. Au niveau de stratégique, ratification, mise en conformité avec les corps internationaux, revoir le cadre législatif, prise en charge globale et intégrée des accidents par des accidents de travail, des maladies par la CNSS. Ça, je le mettrais plutôt au niveau technique, au 2e niveau. Avoir un registre des maladies professionnelles, des accidents de travail. Donc, je vous avais bien prévenu que j'allais rectifier au fur et à mesure. Et à un niveau opérationnel, encadrement, formation des entreprises, les comités d'hygiène sécurité,
renforcer et former les corps des inspecteurs de travail. Ça, c'est plutôt quelque chose d'ordre stratégique qui ne peut se faire qu'au niveau du ministère. Renforcer et élargir la couverture par les services de médecine du travail. C'est plutôt d'ordre stratégique et structurer les unités statistiques de travail. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir été dans les temps. J'espère ne pas avoir été trop rapide et que vous avez pu me suivre. Voilà, merci beaucoup et voilà. Merci, docteur. Merci pour votre intervention. Également très riche en informations. Nous avons retenu beaucoup de choses. Vous nous avez présenté les dysfonctionnements, les contraintes que l'on connaît aujourd'hui sur le terrain dans donc le domaine des accidents de travail. J'ai personnellement retenu une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore cette culture de la prévention et je partage ce que vous venez de dire. On gère les accidents qui surviennent, mais les employeurs, d'une façon générale, aussi bien dans le public que dans le privé, n'investissent pas dans la prévention. C'est peut-être dû à une absence d'un cadre légal spécifique, certainement, mais c'est aussi dû à une faible application des lois, et vous l'avez dit, il faut une restructuration peut-être des organes de contrôle étatiques, certainement, peut-être que nous allons en discuter avec les participants, avec l'ensemble du panel. Et j'ai retenu aussi une chose qui a vraiment attiré également mon attention, qui a retenu mon attention, c'est que les profils, vous avez dit aujourd'hui, des agents qui sont chargés de gérer ces aspects, de s'assurer de l'application de la loi, ne sont pas tous, n'ont pas le bon profil. C'est-à-dire qu'il faut falloir renforcer en fait les moyens, que ce soit le capital humain, les ressources matérielles, humaines, que l'on va donner à ces institutions pour qu'ils puissent effectuer correctement leur mission. Et ça explique peut-être aussi un petit peu pourquoi aujourd'hui nous avons à peu près 2000 décès par an, qui est quand même l'un des chiffres les plus élevés dans la région MENA. Il faut qu'on se pose la question, pourquoi on n'arrive pas, on n'arrive pas finalement à améliorer la situation. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chantiers à mener sur ce plan. D'autant plus et surtout que la santé et la sécurité au travail aujourd'hui dans notre pays reste un pays essentiel au développement économique et social. Je pense que nous pouvons débattre donc sur ces différents aspects. Nous ouvrons le débat, nous donnons la parole donc aux participants. Je pense que nous avons des questions au niveau de la rubrique questions. Je ne sais pas si... Oui, Madame Sosan. Oui. Si vous permettez, il y a certaines questions concernant mon intervention. Première question concernant le champ d'application du code de la loi 1812. Est-ce qu'il concerne les fonctionnaires de l'établissement public? Je peux confirmer non, il ne concerne pas les fonctionnaires de l'établissement public, mais il y a une certaine exception pour les agents qui travaillent dans les fonctions publiques qui n'ont pas une assurance comme les fonctionnaires. Ces agents, ils ont le droit de bénéficier de la loi 1812. Ça, c'est la première question que j'ai constatée. Deuxième question concernant le cas où un accident de travail, un accident de trajet qualifié un accident de travail survient d'un salarié à cause de sa faute. Ça veut dire qu'il est en trajet, il respecte toutes les conditions d'un accident de trajet, mais malheureusement, il a commis une faute. Dans ce cas-là, quel type de la faute? Est-ce qu'il est en état de d'ivresse? Est-ce qu'il consomme des drogues? Est-ce qu'il n'a pas respecté le code de la route? À ce moment-là, ce genre de faute ne le permet pas de bénéficier de l'accident du travail ou de la loi 1812. Ça, c'est d'une part. Une autre question concernant est-ce que Covid est qualifié comme accident de travail et ou bien maladie professionnelle? À mes connaissances, modeste travail dans le domaine, et vu la recherche que j'ai effectuée, je n'ai pas constaté un jugement concernant que le juge a qualifié Covid comme maladie professionnelle, accident de travail. Mais par contre, le juge français au niveau de la Cour de cassation a décidé pour les personnes qui travaillent dans
les hôpitaux, les cliniques, et qu'ils ont contaminé, et à cause de cette contamination, et à l'occasion de leur travail, ils ont considéré comme des accidents de travail, pas des maladies professionnelles. Mais malheureusement, chez nous, jusqu'à nos jours, à mes connaissances, peut-être que l'un de nos participants peut confirmer ou dire le contraire, qu'à mes connaissances, le Covid n'est pas considéré ni comme accident de travail, ni maladie professionnelle. Merci. Merci, M. Atrouche. J'ai des questions. Alors, pour une bonne organisation, je vais lire les différentes questions que nous avons reçues par chat. Alors, nous allons commencer par la première question d'un participant qui nous demande, alors la première question, c'est est-ce que si un salarié qui a frappé le mur avec sa main suite à un stress au travail, et il a, je pense, un traumatisme léger, est-ce qu'il s'agit d'un accident de travail ou pas? Je crois que M. Atrouche, vous avez répondu. Monsieur Atrouche, est-ce que vous m'entendez? Allô, pardon. Oui. Sur le plan juridique, on ne peut pas considérer un accident de travail, c'est comme une agression, mais une agression vis-à-vis une autre personne. Lui, comme réaction, il a frappé la porte, il a frappé le mur, il a causé un préjudice, une atteinte à l'intégrité, à sa main. Sur le plan On ne vous entend plus. Monsieur Atrouche, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Monsieur Atrouche? Bien, je pense que nous l'avons un peu perdu. Nous allons passer à une autre question. Ça n'empêche, excusez-moi, je peux rebondir sur le cas de la personne qui a frappé un coup de poignet sur le mur. On revient un petit peu sur la définition d'un accident de travail. Qu'est-ce qu'un accident de travail? C'est un événement soudain, involontaire qui survient au moment où la personne effectue un travail pour le compte de son employeur. Est-ce que le travail de l'employeur est de frapper les murs pour pouvoir qualifier cette honnêteté? Non, ce n'est pas un accident de travail. Parce qu'au moment où il travaille pour le compte de son employeur, il se blesse. C'est là où il y a un accident de travail. Aujourd'hui, là, c'est une réaction personnelle. Comme il allait l'expliquer, c'est surtout pour les agressions aussi, même entre collègues et tout. Donc, c'est très, vraiment, ça rentre dans le cadre. D'accord, merci, Monsieur Saïd. Notre question par rapport à la procédure de déclaration de la maladie professionnelle. Est-ce que c'est la même procédure ou c'est une procédure différente? Monsieur Saïd, Monsieur Khoubab, est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît? Monsieur, vous êtes avec nous? Oui. Oui, je suis avec vous, excusez-moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une maladie professionnelle peut être déclarée par la personne ou par le salarié pendant la période de son activité. Là, il faut quand même faire la déclaration à son employeur et après son employeur envoie la campagne d'assurance et voilà, ça rentre dans le cadre. Maintenant, parfois, il y a des personnes qui partent à la retraite, donc ils ne sont plus en activité et sont en droit de déclarer cette maladie professionnelle, mais via directement le tribunal. Donc, ils déposent le certificat médical, il y a des formulaires spéciaux pour ça. Dans le décret d'ailleurs en 1943, qu'il faut remplir, renseigner et déposer au niveau du tribunal avec une requête. Généralement, c'est via un avocat. Donc, la déclaration se fait à tout moment. Très bien, merci. Une autre question, si une personne est en stage non rémunéré, est-ce que la loi s'applique à la 18-12? J'ai compris. Alors, aujourd'hui, l'accident du travail, il couvre le personnel affilié à CNSS pour le personnel stagiaire. Le personnel stagiaire, il est stage et stage. Moi, je suis stagiaire, je suis recommandé chez vous pour passer un stage. Il m'arrive un accident, je me blesse et tout. Je suis couvert par mon employeur. Je suis juste affecté comme pour un stagiaire. Moi, je viens d'une école, donc c'est moi qui m'envoie, donc c'est l'école qui en est responsable. Moi, j'ai déjà terminé mes études et je demande et je cherche des stages. Je peux vous demander quand même un stage de 2-3 mois. Vous allez m'accepter un stage, vous ne me payez pas de salaire. Donc, vous nous envoyez le nom taillé, donc la liste des stagiaires à la campagne d'assurance pour l'extension de la garantie pour les stagiaires. En cas d'accident du travail, ces stagiaires bénéficient des dispositions de la loi 18.12 comme tous les salariés. Sauf que pour les indemnités journalières, ils ne perçoivent pas les indemnités. Pourquoi les indemnités? Ils représentent la récupération des 2/3 du salaire perdu à la suite d'un accident de travail. Donc, on ne va pas les récupérer. Mais la prise en charge des frais médicaux, soins pour le rétablissement de la personne, elle est prise en charge par la police accident de travail de la société où il est affecté. Et si cet accident entraîne
une IPP, une incapacité permanente partielle, ou une IPT, incapacité permanente totale, ou un décès, donc il est indemnisé, lui, ou les ayants droit, suivant le SMIC, sur la base d'un salaire SMIC. Et quand on parle ayant droit, ce ne sont pas les héritiers en cas pour un décès aidi ou un décès normal. Les ayants droit, c'est toujours le conjoint, les enfants et les parents. Et les grands-parents, bien sûr, c'est l'existe. Voilà. Madame Saosan, Oui, oui, si monsieur vous Atouche. permettez, j'aimerais Oui, bien bien souligner une chose qui est très, très importante à propos du stagiaire. Juridiquement, il n'existe pas un contrat de stage. Juridiquement, sur le plan juridique, dans le droit du travail, il n'y a que deux types de contrats de stage. Ça veut dire qu'il y a un contrat d'insertion professionnelle ou ce qu'on appelle la pratique, l'ANAPEC, ou il y a un contrat d'apprentissage. Mais contrat de stage n'existe pas. C'est pour cette raison, les entreprises doivent déclarer les stagiaires, même sur la base de la loi. Il y a la loi d'abord, mais c'est obligatoire de déclarer les stagiaires selon la loi 1812. C'est d'une part. La majorité des entreprises, actuellement, ils demandent au salarié de ramener avec lui une assurance. Et ça, il peut me confirmer. Il demande de ramener une assurance. L'assurance, elle ne couvre pas les athées. C'est une multirisque, RC, responsabilité civile. Alors, qu'il y ait des jugements qu'il donne sur la base de la loi 1812, sachant qu'il y a le risque énorme, contrat de stage. Ça veut dire, non, c'est une raison plus pour déclarer l'AT. Ça, c'est très important que les entreprises doivent retenir. Oui. Voilà. D'accord. Merci. Je tiens juste à préciser le cas que vient de signaler Seattle, c'est pour dire que l'attestation que les personnes apportent comme quoi ils ont une attestation des stagiaires sont couverts et c'est une RC. On revient sur la qualification de l'accident du travail ou le contrat d'accident du travail, c'est quoi? C'est le contrat d'accident du travail, c'est la responsabilité de l'employeur envers ses salariés. C'est la responsabilité. L'accident du travail, ce n'est pas une assurance de personne, c'est une assurance de responsabilité de l'employeur envers ses salariés. Tout à fait, tout à fait. Voilà, la question que j'ai tout à fait, c'est ça. D'accord, très bien, merci. On prend peut-être une autre question. Quelles sont les procédures qui protègent le travailleur lors d'un accident du travail, sachant qu'il travaille sous contrat de travail, qui protège le travailleur? Je ne sais pas si… Saïd, il a déjà, en fait, Saïd, il a déjà évoqué ce point. La procédure est claire. Il faut informer l'entreprise le moment de survenir de l'accident au plus tard 48 heures. À ne pas dépasser, sauf en cas de force majeure. Soit accident de travail, soit accident de trajet. Il peut ajouter d'autres choses, mais c'est obligatoire. Oui, alors aujourd'hui, moi, je suis dans mon bureau. Je suis en tant que directeur des ressources humaines, je suis dans mon bureau. Comment vais-je savoir que Khobaba, de l'autre côté, il a eu un accident de travail, qu'il doit me le signaler? Moi, par la force de la loi, une fois que je suis informé que X, Y est victime d'un accident de travail, je suis tenu par cette loi de lui délivrer la prise en charge du mon rempli signe. Je l'envoie chez un centre hospitalier pour se faire soigner et je mène mon enquête à l'intérieur, les causes et circonstances, l'arbre des causes pour pouvoir éliminer les accidents qui peuvent survenir. Mais la personne est en droit de faire ça. Maintenant, si la personne ne fait pas sa déclaration dans les 48 heures et s'absente, donc automatiquement dans la législation du travail, quelqu'un qui s'absente dans les 48 heures, une lettre de mise en demeure lui est adressée pour se justifier de son arrêt de travail. À ce moment-là, on le provoque indirectement pour dire qu'il est victime d'un accident de travail ou il est en maladie. Voilà les obligations. Merci. Est-ce qu'il y a un format réglementaire de la fiche d'entreprise? Docteur Mrini. Il n'y a pas de format réglementaire de la fiche d'entreprise. Quand j'étais chef de service de la médecine du travail, j'avais, avec mes collaborateurs, essayé de proposer un format ou un modèle de fiche d'entreprise. Le problème, c'est que, M. Atrouche vous l'expliquera mieux que moi, il n'y avait pas de renvoi pour proposer ce modèle-là, qui se met en langage, qui se met ou quelque chose comme ça en arabe. Donc, ce n'est pas possible techniquement de le faire, mais ce n'est pas la volonté qui manque.
Tout Mais à il fait. n'y a pas, au moment où je vous parle, il n'y a pas de modèle de fiche d'entreprise. Tout à fait, il n'y a pas. Il n'y a pas, Monsieur Atouche. Merci. Non. Alors, pour un salarié qui a eu un accident de travail au sein de l'entreprise, mais lors de son déplacement en clinique, il a eu, en plus, je pense, un accident de trajet. Alors, J'ai il n'a pas de répondu, j'ai chance, hein? répondu. Ouais. Non, j'ai répondu. C'est Oui. comme si je suis en congé de maladie, je suis en congé annuel, je suis en congé. Voilà, j'assimile ça, je suis en congé annuel. J'ai un dossier mutuel, غادي نجيبو غادي نحطو في la société. غادي طالع في la société, tout je glisse dans les escaliers ou là je tombe, je ne sais pas quoi, et je suis victime au sein de la société là où je travaille. Est-ce que c'est un athée ou non? Non, ce n'est pas un athée. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas en activité, je suis en dehors d'activité. Il n'y a pas de responsabilité d'employeur. Maintenant, quand la personne est victime de son travail, elle est partie se faire soigner. Donc, tu es tous les 15 jours, là, 20 jours pour des soins, pour des trucs. Surtout quand tu rentres le centre hospitalier ou la clinique chez le médecin. Il est victime d'un accident sur le trajet. Donc, automatiquement, c'est considéré comme un accident de la vie privée. Saïd, si vous permettez, moi j'ai rencontré 3 cas où il y a le salarié, il est en congé. Il est en congé et il était appelé pour rejoindre son poste urgent, sachant que, le cas, le salarié il a le droit de refuser. Mais malheureusement, il était obligé de donner suite à la demande de l'entreprise. Et un accident survient dans le trajet. Lorsqu'elles m'ont appelé, je lui ai répondu comme quoi il faut demander ordre de mission pour être couvert. Sinon, vous n'êtes pas couvert. Saïd, est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que la réaction de ma part, il est afin de protéger cette personne, sachant qu'il est en congé, il a le droit de dire non. Mais puisque la nécessité de l'intérêt de l'entreprise exige dans ce cas-là, sachant qu'il a le droit de refuser, comme j'ai déjà dit. Saïd. Oui, alors oui, je confirme ce que vous dites, sauf qu'aujourd'hui, de la relation salarié-employeur, aujourd'hui, je suis en congé, oui, j'ai mon employeur qui a besoin de moi pour une mission, pour un travail, pour une réunion, pour je ne sais quoi. Donc, c'est un peu, dans la pratique, c'est un peu gênant. Mais il y a quand même la bonne foi, parce que quand il y a un accident du travail, qui reconnaît l'accident en premier lieu? C'est son employeur. C'est son employeur qui reconnaît ça. À ce moment-là, moi, dans des cas pareils comme ça, quand l'employeur fait appel à la personne et il est victime d'un accident de travail, je vois très mal comment cet employeur ne va pas reconnaître l'accident de travail. Ne va pas reconnaître. Donc, généralement, ça rentre dans le cadre de l'accident de travail. C'est vrai, il a briefé donc il faut me notifier ça par écrit. On rentre dans les formalités, il n'y a pas le relationnel, la bonne foi entre les deux parties. Mais il est nécessaire, en quelque sorte, il est nécessaire. Comme l'ordre de mission, vous allez m'envoyer, je ne sais pas moi, Marrakech ou Agadir ou je ne sais où, pour une mission pendant un certain temps et tout autour. Donc, il faut me donner un ordre de mission. Ça me permettra un petit peu de me couvrir en cas de... Et justifier, bien sûr, pourquoi non, je me déplace. D'accord, ok. Voilà. Bien, merci. Et nous allons prendre une dernière question. Quelles sont les procédures? Je pense que là, on a déjà répondu. Quelles sont les procédures qui protègent le travailleur lors d'un accident de travail, sachant qu'il travaille sans contrat de travail? Ah non, je pense qu'on n'a pas répondu à celle-là. Monsieur Atrouche, il n'a pas de contrat de travail, mais il a un accident. Ben écoutez, le contrat de travail, dans ce cas-là, c'est un contrat CDI, parce que le CDI soit écrit, soit oral. Le fait que quelqu'un qui travaille sans contrat, automatiquement, il a un contrat CDI. Ça veut dire qu'il a le droit d'accident, le droit de bénéficier de la loi 1812. Point à la ligne. Même s'il n'a pas un contrat, lorsqu'on travaille, ou normalement, l'esprit d'un art, c'est quelqu'un qui n'a pas un contrat, c'est un contrat temporaire ou n'est pas fixe. Là, je ne suis pas d'accord sur le plan juridique. Lorsqu'il n'a pas un contrat, automatiquement, c'est un CDI et il a le droit, bien sûr, de bénéficier de la loi 1812. Ça veut dire qu'il a le droit lorsqu'il y a un accident de travail survient, il a le droit de la victime d'accident de travail. Voilà. Moi, j'ajoute à ça quelqu'un. Moi, je suis sous contrat avec mon employeur.
Il ne me déclare pas plutôt. Comment vais-je faire? Donc, je vais automatiquement y aller au tribunal, je dépose ma requête. Tout à Je vais fait, dire tout pourquoi à fait. j'étais victime d'un accident et tout. Le juge, qu'est-ce qu'elle va me demander? Je dois apporter la preuve. Il Donc, je faut dois y avoir au prouver, il moins faut prouver, il faut un prouver. témoin, deux témoins qui disent comme quoi, effectivement, Kolobara, il était une pour tel. Il travaillait pour le compte de tel. Et on l'avait vu et il a eu des victimes dans son travail. À ce moment, le juge, il retient ça. Bien, merci. Alors là, on me demande, je pense qu'on va encore prendre quelques questions. Nous avons encore un peu le temps. Nous allons répondre à la question suivante. Quel est le rôle de l'inspecteur du travail Le rôle de l'inspecteur du travail, pour le nombre alarmant? Oui, alors oui. Quel est le rôle? Voilà, effectivement, il y a plusieurs personnes qui je parle demandent. en tant que X-inspecteur du travail, son rôle, surtout le rôle de l'inspecteur, soit inspecteur médecin du travail ou inspecteur ingénieur du travail. Il y a les deux, il y a 3 organes qui contrôlent les conditions d'hygiène et santé au travail. Et parmi les éléments qu'ils doivent contrôler, c'est le respect d'abord de l'obligation de l'employeur d'avoir une assurance AT, ça c'est d'une part, et le respect des mesures de sécurité d'autre part. Alors le contrôle, bien sûr, conduit à obliger les entreprises de respecter toutes les obligations et respecter les mesures de sécurité afin d'éviter les accidents de travail. Ça, c'est d'une part. D'autre part, pourquoi la loi 1812 oblige, dès qu'un accident survient après 5 jours de déclaration de l'assurance, les entreprises doivent déclarer auprès de l'inspection du travail selon les formulaires établis par le décret d'application de la loi 1812 de 2016. Elles doivent déclarer selon le formulaire 1. Il y a un formulaire 1, 2, 3, 4, 5. Ça, afin que les inspecteurs du travail entament des contrôles ciblés concernant ce genre des accidents de travail. Ben voilà. Merci. Excusez-moi, j'ai une question qui m'interpelle un petit peu. Il y a un interlocuteur qui pose une question, qui dit comme quoi il y a une personne qui est victime d'un accident de travail, entre guillemets, je sais quoi, il présente un dossier à la CNSS, il est pris en charge, et après, est-ce qu'il a le droit de revenir sur l'accident de travail via son assureur? Là, moi, je peux répondre à cette question. Aujourd'hui, quand il y a un dossier déposé au niveau de la CNSS pour percevoir les IGM, les indemnités journalières, ensuite maladie, c'est pour ça qu'on appelle les IGM et pas l'indemnité journalière, c'est que le certificat de la CNSS, il exige les causes et circonstances. Quand on dit comme quoi une fracture, une entorse, un truc traumatique, il exige les causes et circonstances pour savoir est-ce que ceci est lié à un accident de travail ou non. Parce que les accidents de travail ne sont pas pris en charge, sont rejetés par la CNSS. Je peux être victime d'un accident dans ma vie privée, une entorse, je ne sais quoi, une fracture et tout, mais une fois dans ma vie privée, si c'est en relation avec l'accident de travail, la CNSS rejette le dossier. Donc, si un dossier est pris en charge dans le cadre de la maladie, dans le cadre de la CNSS, ou par la CNSS, il n'est plus quand même reversé vers l'accident du travail. Oui, dans le même ordre d'idée, si vous permettez, par rapport à la maladie professionnelle et la CNSS, et ça explique un petit peu le manque de déclaration en partie des accidents de travail, c'est que les maladies professionnelles non plus ne sont pas prises en charge par la CNSS. Alors, dans ce cas-là, la victime n'a aucun intérêt à déclarer à la CNSS qu'il s'agit d'une maladie professionnelle, sinon il va être rejeté. À ce moment-là, il n'y a pas d'assurance maladie professionnelle d'une part, et d'autre part, la CNSS ne le prend pas en charge. Donc, on a sa maladie, lui, elle ne va pas attendre. Il lui faut des soins. Donc, il va pour une maladie. Même si c'est pertinemment qu'il s'agit d'une maladie professionnelle bien étiquetée, il ne va pas déclarer maladie professionnelle. Dans l'immédiat, au moins dans l'immédiat, il n'a aucun intérêt à le faire. Donc, c'est un petit peu une raison pour laquelle le nombre de déclarations de maladies professionnelles reste très, très, très bas. Merci, voilà. Merci Dr. Smail. Je vous propose de prendre encore 2 questions. Pour les questions auxquelles nous ne serons pas répondus, nous vous enverrons une réponse par mail. Donc, je rassure l'ensemble des participants. Nous avons encore un peu le temps et je pense qu'on va s'arrêter là. Encore 2 questions. La première, un accident de travail survenu sur le trajet, mais dont le fautif, c'est le salarié, disons un accident de circulation. Est-ce que c'est
sur un accident de travail ou pas? J'ai oui. répondu Alors, à cette question. Si vous permettez, Déjà- Saïd. bien Oui, sûr, bien J'ai sûr. déjà répondu à cette question. Est-ce que fautif à cause de quoi? Est-ce qu'il a changé carrément le trajet pour à des fins personnelles? Ou bien est-ce que ça fautif, est-ce qu'il n'a pas respecté le code de la route? Ou voilà, par bien exemple, le cas c'est est-ce atroce qu'il de était... quelqu'un qui brûle un feu rouge, Oui, qui oui, brûle le oui, feu il n'a rouge pas et se respecté. coupe. Ou il Oui, était en état de l'ivresse. Ou oui, bien un comportement inacceptable par le droit pénal. Ou bien en consommation de drogue. Ça, ce sont des comportements inacceptables par la loi. Là, ce n'est pas un accident de trajet. Automatiquement, ce n'est pas un accident de travail. très bien. Donc, il vaut mieux ne pas le déclarer accident de travail, même la personne Ben oui. qui. Hein? Il y a, D'accord. oui, alors j'ajoute à ça, il y a le cas le plus simple, il y a des infractions كلهم, c'est un accident de circulation, أنا خرجت مع الستة غادي بحالي في الطريق ما عنديش مشكل, genre quelqu'un, j'ai oublié quand même un stop ou la priorité de la droite. J'ai heurté quelqu'un, donc je suis responsable d'accident de circulation. Je suis sur le chemin, toutes les conditions sont là. C'est un accident, حادثة الطريق, حادثة شغل متعلقة بحادثة الطريق. Donc c'est un accident de travail, il y a un accident de circulation. Je serai pris en charge par le contrat accident du travail, indemnisé de bout en bout. Malheureusement, quand il s'agit d'un accident de circulation d'un tiers et présumé responsable, le degré de responsabilité est appliqué à l'accident. En matière d'accident de travail, il a qu'un responsable, il n'encaissera zéro. Donc, il n'aura pas d'indemnité complémentaire. S'il n'est pas responsable, il percevra une indemnité complémentaire. دونك يجي التعويض عن حيث تسير تكميلي في حاله ما كانش مسؤول ما كان مسؤول تيكون 0 Merci. Dernière question. Est-ce que le Covid peut être considéré comme une maladie professionnelle ou plutôt un accident de travail? Monsieur Atrouche ou Monsieur Saïd, si vous pouvez répondre. J'ai déjà répondu à cette question. Ah. Pour l'instant, devant les tribunaux, il n'y a pas de jugement chez nous au Maroc qui qualifie Covid comme athée ou MP, mais par contre, le juge français, il a considéré pour les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, comme les infirmiers ou les infirmières, qui a été contaminé par virus et soit conduit à une invalidité ou un décès, il a considéré comme athée à cause de la nature de l'activité. Mais chez nous, malheureusement, elle reste comme une maladie journalière. Pas athée, pas MP. Très bien. Merci. J'ajoute à cette question, j'assimile ça pour l'hépatite C. L'hépatite C, il y a des gens qui se font soigner dans un corps médical. Donc, il y a des injections. Et toutes les aiguilles d'injection, c'est le médecin ou c'est l'infirmier ou le praticien est touché par l'aiguille, il risque d'être contaminé. Quand il est piqué par l'aiguille, il est déclaré en tant qu'accident de travail. Bon, j'ajouterai à ce sujet-là, si vous permettez. Ça nous interpelle, c'est atroce. Là, c'est le médecin qui parle. Au niveau de la COVID, bon, déjà la COVID comme maladie professionnelle, certainement, ne serait-ce que pour une raison déjà technique immédiate, c'est que la COVID ne fait pas partie des tableaux des maladies professionnelles. La fameuse liste dont M. Atrouche a parlé tout à l'heure. L'hépatite C fait partie des tableaux des maladies professionnelles. La tuberculose bovine fait partie depuis très longtemps des maladies professionnelles. La tuberculose, quand elle est attrapée dans un milieu médical, laboratoire, hôpital, fait partie des maladies professionnelles. Et on a bataillé pour ça. Mais sinon, je pense que ce serait une dérive très dangereuse de considérer, dans ce cas-là, pourquoi ne pas considérer la grippe comme une maladie professionnelle ou n'importe quelle autre infection comme maladie professionnelle. Je pense qu'il faut savoir raison garder. Je ne sais pas sur quelle base le juge français il a considéré que la COVID était comme un accident de travail, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, la considéré comme je ne sais pas, parce que bon, l'accident du travail, tout ça, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on nous a enseigné, c'est des maladies sociales. C'est des maladies sociales qui peuvent arriver à n'importe lequel d'entre nous, qu'il soit en milieu professionnel, qu'il soit en vacances, travail ou pas. Donc, je pense qu'il faut se garder de faire le mélange des gens sans sortir. Le maillon faible, le point que vous venez de soulever, docteur, c'est le point de départ.
Aujourd'hui, je peux choper quand même le Covid, mais est-ce que vraiment c'est dans mon milieu de travail que je l'ai chopé? Je ne suis pas à l'abri de le choper dans ma vie privée. Exactement. Ça, c'est ça qui pose problème. Ça, c'est le point de départ. Oui, c'est un point de... Oui, exactement. Ouais. Bien, nous allons clôturer notre webinaire. Si vous permettez, Madame Sousan, il y a une question en arabe. Il y a une question en arabe. Je préfère que Saïd peut me confirmer. Concernant le calcul des indemnités ou les indemnités des accidents de travail, est-ce qu'il est calculé sur la base sur salaire SMIC ou la moyenne de 12 mois, la moyenne d'une année qui précède l'accident de travail? Pour les personnes qui n'ont pas le SMIC, ça veut dire que l'entreprise ne respecte pas leur SMIC. Là, il est basé d'abord sur le SMIC. Et après, il est basé sur 12 mois, sur le 12 mois de l'année qui précède l'accident. Est-ce que c'est ça, Saïd? Oui, c'est exact. Alors, il y a une question qui est posée par l'Arabie. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui pose une question. Vous avez déjà répondu à la بالنسبة للمتدربين يعني les stagiaires aussi يطبق عليهم القانون 18.12. Vous avez répondu à Siatosh qu'on peut يطبق عليه. Alors, la question بالنسبة للمتدربين ne perçoivent pas بعد كنا de salaire. Mais ceci n'exclut pas, en cas d'UPP, ou en cas de décès, comme je l'ai dit au départ, c'est le SMIC actuel qui s'applique à elle, c'est le SMIC. Par contre, tous les salariés, quand ils sont victimes d'un accident de travail, l'indemnité, quelle indemnité on parle? On parle d'indemnité journalière, c'est le salaire mensuel divisé par 26. Le salaire brut imposable, c'est le salaire déclaré à la CNSS. Divisé par 26, qui me donne le salaire journalier, je lui parle les 2 tiers et je paye la période. Pour les 12 mois avant l'accident, c'est le relevé de salaire de 12 mois avant l'accident, c'est le salaire servant de base pour le calcul de l'indemnité au titre de l'IPP, soit le rachat, soit la rente. C'est-à-dire que le salaire peut subir des réductions en fonction des paliers, c'est les beaucoup plus important et tout. Mais il ne peut pas être inférieur au SMIC. Voilà. Merci, Monsieur Saïd. Je vous remercie. Et là, on va être obligé donc d'arrêter. C'est très intéressant. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la thématique. C'est une thématique d'actualité importante. Et je pense que nous aurons d'autres occasions de débattre sur le sujet. Nous tenons à remercier les experts. Merci, Dr. Mouléné, merci, Monsieur Roubaba, merci, Monsieur Atoche, pour votre participation, pour les informations que vous avez bien voulu partager avec nous. Je tiens à remercier également notre président fondateur, Monsieur Chahidi, grâce auquel nous pouvons organiser ce genre de débat et puis œuvrer un petit peu à sensibiliser aussi bien les pouvoirs publics que le privé sur ces questions relatives à la santé et à la sécurité des employés. Merci à nos partenaires Préventica, merci à AFMA et merci également à l'Institut national des conditions de vie au travail. Merci à l'ensemble des participants qui ont été nombreux aujourd'hui. Nous leur disons que nous aurons d'autres occasions de nous réunir et de débattre encore davantage sur cette thématique. Merci à vous tous et je vous dis à bientôt. Je redonne peut-être la parole à Monsieur Chahidi pour conclure. Merci à vous aussi, la Sousan, pour la modération, c'est excellent et je remercie de mon tour les participants et c'est très, très riche. Sincèrement, je suis très, très satisfait de ce webinaire. Le flux d'informations partagées, excellent webinaire. Je vous remercie tous et à vous, Sousan, vous avez honoré notre webinaire. Et merci. À la prochaine. Si j'ai dit au revoir tout le monde, à la prochaine. Merci. Merci, bonsoir. À tout le monde. Bonne soirée. Bye bye, salut.